Euh, Donc, donc, comment est donc, né le personnage de Lou? alors, le personnage de Lou est né il y a 15 ans dans les pages du magazine Cho, qui est un magazine qui avait été créé par Jean-Claude Camano et Zep, l'auteur de Titeuf. Dans le sillage de Titeuf, il voulait lancer d'autres auteurs jeunesse. Donc moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette première fournée. Et voilà, moi j'avais une petite fille qui était née il n'y a pas très longtemps, donc c'était assez logique de créer un personnage féminin dans cette collection. Et puis, moi j'ai grandi avec une mère célibataire, donc c'était assez logique aussi de parler de ce que je connaissais. Donc j'ai fait une transposition en fait de mon enfance et ça a donné les aventures de Lou, voilà. Et, et comment, donc on sait que maintenant que c'est comme ça qu'a débuté le personnage de Lou. Et d'où est venue l'idée justement d'écrire une suite? Parce que là, tu écris la saison 2, donc de Lou adolescente. Entre-temps, il y a quand même eu Enfin, tu as fait un film avec Kayane Kojandi et Ludivine Seigné, je crois. Et Lou, c'est... Enfin, celle qui joue Lou, elle est très très jeune. Lola Lasson, oui. Oui. Et donc voilà, comment t'es venue l'idée d'écrire une saison 2? Est-ce que c'est la maison d'édition qui est venue vers toi ou est-ce que c'est toi qui as proposé directement Non, alors la maison d'édition, évidemment, ils étaient très contents que je veuille continuer Lou parce que j'avais dit pendant des années que je n'en ferais que 8. Et c'était mon plan à la base, c'était de parler juste de l'adolescence de Lou et de conclure l'histoire à la fin de son adolescence. Et puis justement, moi, en voyant mes lecteurs et ma fille grandir, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, il y a peut-être quand même, j'ai peut-être encore des choses à raconter aux jeunes adultes, en fait, à passer à l'étape supérieure. Et le seul truc que j'ai proposé à mon éditeur, je lui ai dit, pour que je continue à m'amuser et à faire grandir Lou, il va falloir faire grandir le format aussi. Donc c'est pour ça qu'on est passé d'un format de 144 pages, de 46 pages à la première saison à un format de 144 pages sur la deuxième. Et puis j'avais aussi la volonté de faire une espèce de reboot tout en étant une suite. J'aimerais bien aussi, que c'est pour ça que ça s'appelle Lou Sonata tome 1, j'aimerais bien que des gens qui n'ont pas forcément lu la première saison puissent se plonger dans cette saison-là aussi. Donc l'idée c'est de toucher justement une nouvelle génération, en plus de ceux qui sont déjà fans de Lou à la base. Oh, l'idée, en fait, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas d'étude de cible de marketing de toucher des générations et des tout. Moi, j'ai jamais tant aimé justement les compartimentations entre les œuvres jeunesse, les œuvres adultes, pire que tout, les genres, etc. Pour moi, il faut ce qui est intéressant, c'est pas tellement de réfléchir à un public cible, c'est au contraire de se dire, bah tiens, j'aimerais bien que cette bande dessinée parle au plus grand nombre. Je travaille pas pour un âge ou pour une génération, j'aimerais bien que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu. Et du coup, dans les premiers tomes, qui retracent la vie de Lou, petite fille, jusqu'à l'adolescence, on apprend à connaître plusieurs personnages. Donc je pense à Richard, le voisin un peu bizarre dont la mère va tomber amoureuse. Et il y a Tristan aussi, l'amoureux secret de Lou. Et c'est des personnages qu'on ne retrouve pas dans cette suite. Donc pourquoi ? Ben, c'était un petit peu, pour moi, quelque part, la fable et la morale, disons, s'il y en a une seule, peut-être parce que j'aime pas tellement donner de leçons de morale et des choses comme ça, mais il y a vraiment, pour moi, la saison 1, ça raconte l'histoire de deux nanas qui sont un petit peu encore dans une illusion par rapport au fait qu'elles ont besoin absolument d'un homme pour se réaliser. Et c'est un petit peu la problématique de Lou dès le début, c'est-à-dire que Lou, elle focalise sur ce garçon qui est un prince charmant, qui a une image, etc. Elle est extrêmement concentrée là-dessus pendant toute la première saison et elle apprend au fur et à mesure justement à se détacher de cette dépendance à une norme. Et je pense que c'est pour ça que dans cette deuxième saison, je ne vais pas parler effectivement ni de Tristan ni de Richard. Pour moi, c'est quelque part, alors si effectivement les personnages vont revenir dans les épisodes d'après. Mais pour moi, ça sera en aucun cas dans l'enjeu d'une problématique amoureuse, parce que c'est plus le thème que je veux aborder. Et justement, j'ai tout fait pour que normalement les lecteurs s'extraient en fait de cette problématique. Et là, on va parler de la réalisation d'un être humain en fait, et pas de la réalisation d'un être humain via un couple illusoire.
J'ai aussi noté que dans les premières aventures de Lou, elle apprenait à jouer de la guitare, enfin, notamment justement parce que Tristan en jouait, donc elle apprend à jouer de la guitare. Et dans cette saison-là, elle a abandonné la guitare pour plus se concentrer sur une boîte à rythme. Donc, et d'ailleurs, c'est aussi, tu as composé la bande originale avec un visuel, et justement toute la musicalité qu'on entend, ça fait penser justement à une boîte à rythme. Donc, je voudrais savoir, est-ce que passer de la guitare à la musique électronique, c'est une volonté de ta part, ou est-ce que c'est dans la fleur d'un âge? Il y a un âge pour tout, pour s'intéresser à la guitare, pour s'intéresser à la musique électro. En plus, concrètement, dans l'album, on la voit aussi un moment jouer du ukulélé, en fait. Parce que on voit que sa mère lui offre un ukulélé, donc pour moi, elle n'a pas laissé tomber l'acoustique non plus. Mais pour moi, le fait d'impliquer ce sampler dans l'histoire comme une pièce maîtresse de l'histoire et de la narration, c'était aussi une façon de parler de la façon dont moi je travaille. C'est-à-dire que moi, des sampleurs, des machines et tout ça, j'en utilise beaucoup depuis des années comme un violon d'Ingres. Cet instrument, le principe du hip-hop, d'aller ouvrir sa culture, d'aller écouter énormément de musique, d'aller grappiller des choses et d'en extraire des éléments, des motifs pour les recombiner, pour refaire quelque chose, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré, moi, dans la façon d'écrire, en fait. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, dans ma méthode de travail. Et en fait, cet album a un côté méta, parce qu'en fait, toutes les étapes par lesquelles on voit Lou écrire son mémoire, c'est des étapes par lesquelles je passe, moi, quand j'écris mes scénarios. C'est-à-dire que j'écris pas du tout de façon linéaire, en utilisant juste un carnet avec de l'écrit. C'est-à-dire que pour écrire, alors il y en a des carnets que vous pouvez voir derrière moi, mais effectivement, j'utilise des systèmes de carnets et des systèmes, par exemple, de cartes de tarot que je crée et que j'écris pour chaque album, effectivement de la musique et tout ça. Mais voilà, c'était une façon de parler de la curiosité de Lou et de ce qu'elle apprend dans cette leçon, c'est-à-dire dans cette année scolaire, même si elle a un prof qui est assez nébuleux. Mais effectivement, elle va apprendre l'ouverture et la curiosité vers l'extérieur, beaucoup, mais vers différentes cultures et différentes méthodes pour en arriver à un résultat. Voilà, donc c'était l'histoire de ce sampler, de cette boîte à rythme. Et est-ce que, vu que tu as déjà réalisé un premier film sur la saison 1 de Lou, comme tu as composé la bande originale justement de cette saison 2, est-ce que c'est important pour toi d'apprendre de nouvelles choses? Parce que j'imagine que créer des rythmes, créer des sons, c'est totalement autre chose que de créer un film. Donc là, avec le visuel... Oui, alors le truc, c'est que ce qui est très important, c'est que c'est pas moi tout seul qui ai créé cette bande dessinée. C'est-à-dire que pour le coup, on est 13 sur le coup. On a monté un groupe qui s'appelle Crystal Zilote, avec plein d'amis, artistes et plasticiens et auteurs de BD de la région aixoise où j'habite. Et le principe, c'était, là pour le coup, moi, il y avait quelque chose qui m'avait énormément plu quand j'avais travaillé sur le film, c'était le fait de travailler avec d'autres artistes en collaboration. C'est-à-dire que pour un auteur de bande dessinée, on a un travail très solitaire, on a un travail de monocopiste, on est enfermé comme ça dans une pièce insalubre et on travaille tout seul sur son album. Et c'est la règle du jeu. Et c'est vrai que moi, quand on m'avait donné l'occasion de travailler sur ce film et de réaliser ce film, et que j'avais pu partager en fait mes jouets, c'est-à-dire que pour moi, mes personnages et ma narration, c'est une forme, c'est prolonger le jeu d'enfant quand on joue avec ses figurines et qu'on fait parler les personnages. Et là, j'avais eu cette chance de jouer avec d'autres gens, d'autres artistes. Que ce soit des acteurs, des costumiers, tous les intervenants, les gens de la lumière, de la photo, tout ça, même les producteurs, tout ça, pour moi, c'était le plaisir de partager en fait la création. Et en fait, c'est vrai qu'ensuite, en revenant à la bande dessinée, qui est mon média, quelque chose que j'adore,
il y avait cette envie et cette frustration un petit peu effectivement de la musique parce que la bande dessinée c'est formidable, mais l'élément sonore c'est ce qui manque énormément et donc cette envie de renouer avec une bande et avec une collaboration avec des artistes. Et donc c'est le principe de cette association que j'ai montée avec mon frère Adrien qui s'appelle Musique Magique et donc de ce groupe qui est un collectif d'artistes avec, alors je vais pas tous les citer, mais Alexandre Florentini, directeur artistique, on a Tom Ballman à la guitare, Ezekiel et Isadora Selada, on a Silou à la production alias No Quantize, Max Briard à la batterie, on a Baptiste Gobert à l'écriture, Yann Calvez au graphisme, on a Xavier qui chante, on a... Je suis désolé, je vais pas tous les citer, on peut trouver la liste. Je vais bientôt communiquer beaucoup sur eux. Et donc, tout le truc de dire, c'est qu'effectivement, je suis instigateur de cette bande son, mais que c'est vraiment un travail de collaboration et vraiment le résultat d'un travail collectif. Et ça a été un énorme bonheur et puis le plaisir de voir cette bande son s'assembler et puis au fur et à mesure de trouver une cohérence par rapport à l'album que j'avais écrit puisque le travail qu'on a fait c'était de prendre on a parti une semaine d'une résidence et en fait on a été 13 et j'avais chapitré tout mon album en disant voilà il y a ce thème là, il y a cette ambiance, il y a ce personnage. Et là, à ce moment-là, on faisait des associations avec deux musiciens, un musicien, etc., qui allaient travailler sur l'écriture d'un morceau. Et on a construit comme ça pendant une semaine, en fait, une banque de sons, une grande banque de sons et de musique. Et après, pendant un mois et demi, justement, Silou, alias No Quantize et Alexandre, qui sont tous les deux, Alexandre Florentini, ont tous les deux récupéré tout ce matériel instrumental, resamplé et là retravaillé comme on travaille avec un sampler pour, reséquencer cette histoire. Et voilà, donc au final, ça donne ce matériel complémentaire dont je suis extrêmement fier parce que effectivement, le fait de voir que tout s'assemble à la fin et que ça fonctionne, c'est chouette. Et puis apparemment, ça plaît aux gens, donc c'est extrêmement plaisant. Et est-ce que tu penses refaire un film comme tu avais fait pour la saison 1 de Lou? Peut-être un film sur une Lou adolescente, sur sa vie à la fac, justement avec ses professeurs, ses questionnements sur la vie. Voilà, en fait, le truc, c'est qu'évidemment, moi, faire du cinéma, ça a été un grand plaisir. Faire ce film, ça a été super. Ensuite, malheureusement, c'est un film qui a coûté très cher, qui a pas mal marché, mais qui n'a pas suffi à rembourser les sous qu'il avait coûté. Et donc, quelque part, je pense que je suis un petit peu tricard au cinéma. On m'a pas fait de nouvelles propositions depuis. Donc, évidemment, moi, j'aimerais bien refaire du cinéma. Ensuite, j'aimerais bien refaire du cinéma avec la même liberté que j'ai eue, et même plus de liberté que j'ai eue pour la première étape. Et c'est aussi quelque part cette volonté, cette envie de liberté qui a fait que je me suis concentré sur ce projet musical, puisque c'est un projet qui est musical dans un premier temps, cette association, mais avec lequel j'aimerais bien dans un deuxième temps aussi monter des spectacles live avec la troupe de Crystal Zilots. Et puis pourquoi pas après, par la suite, nous produire différentes choses et du dessin animé, de la fiction, des choses comme ça. C'est quelque chose que, oui, j'adorerais évidemment retravailler dans l'audiovisuel et voilà, mais justement, toute cette aventure de Crystal Zilot et tout ça, c'est une façon de me reconnecter plus ou moins avec ça. D'ailleurs, il me semble qu'il y a aussi un dessin animé sur Lou pour la première saison. Je sais plus quelle chaîne Oui, il y a eu un dessin animé à l'époque qui était produit par la société Goen et par M6. Oui, voilà, c'est M6. Voilà, donc elle a été multidiffusée sur M6 et sur plein d'autres chaînes depuis. Elle continue à être diffusée, je sais, sur YouTube, il y a une chaîne qui la diffuse non-stop. Alors moi, c'était ma première collaboration dans le milieu de l'audiovisuel. J'étais très jeune à ce moment-là. Donc j'étais très très content évidemment parce que j'avais fait seulement un album et déjà Eric et Anne de Goen m'avaient fait confiance et avaient repéré la série et ont produit cette série dans laquelle j'étais impliqué, mais pas tout à fait autant que ce que j'aurais pu aimer, ni au niveau graphique, ni au niveau des scénarios.
surtout. Et donc c'est vrai que moi je m'y reconnais pas énormément dans cette série, même si je sais que beaucoup de gens ont un attachement et que ça a été aussi pour beaucoup de gens la porte d'entrée vers mon univers. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dont, même si encore une fois les gens qui ont travaillé dessus ont fait un super travail, etc. Mais moi je m'y retrouve pas à 100%. Donc c'est pour ça que quelque part pour moi cette série elle est un petit peu hors canon, tout en respectant complètement ce qu'elle est. Et voilà. Et du coup, est-ce que avec cette bande originale, tu vas, enfin, comme tu as dit, tu as monté un groupe avec ton frère. Est-ce que tu vas, je sais pas, faire des concerts, peut-être sortir des CD, même si je sais que ça coûte cher, et que faire des concerts en ce moment c'est compliqué, mais... C'est ça. Et puis bah alors là pour l'instant la sortie physique de l'album, en fait franchement on attendait la réception. Ensuite le truc c'est qu'on a fait quand même on a vraiment monté une vraie boîte, etc. Donc c'est un vrai disque dans le sens où il est disponible officiellement sur toutes les plateformes de téléchargement, de tout ça. Alors en faire une version physique en fait ça dépendra effectivement du nombre de gens qui sont potentiellement acheteurs et tout ça. Mais évidemment, dans l'idéal, on adorerait faire une belle édition. Moi, je suis moi-même collectionneur de vinyle et tout ça. On adorerait faire une belle édition collector du truc. Ça serait super. Donc, c'est peut-être à envisager. On verra. On attend vraiment un petit peu. Et puis là, à vrai dire, moi, je sors juste la fin de la production de l'album, qui est enchaîné de l'album disque, qui a été précédé par le bouclage de l'album BD. Donc je suis un petit peu crevé, donc là je vais peut-être me reposer 2-3 semaines avant de repartir dans des nouveaux projets. Voilà, il y a aussi la chaîne YouTube sur laquelle qu'on a lancé, Lou Sonata, pour l'instant sur laquelle on n'a que les visualiseurs et un trailer. Et je vais essayer de l'alimenter cette chaîne YouTube en faisant de temps en temps des clips et des petits bouts de dessins animés qui seront des liens entre justement la bande dessinée et la bande son. Et du coup, là en ce moment, on peut que, enfin, j'imagine comme tous les salons sont un peu reportés. Là, on peut toujours retrouver ta bande dessinée en librairie. Ah oui, de préférence en librairie. Et je vous en prie, s'il vous plaît, allez chez vos libraires plutôt que de passer par des sites de vente par correspondance internationale. Parce qu'effectivement, les premiers pénalisés par ces crises, ça a été les commerçants et tout ça. Donc, s'il vous plaît, les libraires, allez de préférence chez les libraires. C'est un message important. Oui, en effet. Bah, d'ailleurs, justement, est-ce que tu penses que Lou, ça peut être un beau cadeau à offrir à quelqu'un, à mettre sous le sapin ou... Je ne vais pas vous dire le contraire, évidemment. Évidemment. Je pense que, bah oui, Puis bah, le fait est que l'album, je pense qu'il est assez doux, assez réconfortant. Et évidemment, moi, je l'ai écrit pendant cette première crise du Covid. Donc, j'avais aussi ça en tête, en me disant, bon, bah voilà, cet album, il va sortir dans cette période et il va sortir dans cette morosité, etc. Donc, il y a évidemment qu'il a été conçu aussi comme une sorte de pansement. Voilà, donc c'est clair que j'espère que c'est un album qui est pas du tout anxiogène et qui est réconfortant. Donc, je pense que pour cette période, c'est pas mal, effectivement. Bah écoute, et du coup peut-être qu'il y aura un second film sur cette saison 2, enfin on espère. Moi j'ai mon ami Maxence qui est quelque part l'instigateur lointain de tout ce projet, m'a fait la plus belle critique sur ce disque. Il m'a dit en fait ce disque c'est ton deuxième film. Et en fait, il a mis le doigt sur un truc que moi je ressentais, c'est-à-dire que j'ai à peu près le même sentiment que j'ai eu au moment de la sortie du film, bizarrement, comme si en fait j'avais réalisé un film qui existait par défaut entre les cases de la bande dessinée et les notes de la musique, de la bande son. C'est-à-dire que ce deuxième film, pour moi, voilà, c'est ça, il existe dans l'imagination des gens et il existe là-dedans, et c'est ça la beauté, je trouve, de la bande dessinée. Déjà, c'est l'ellipse. C'est-à-dire c'est ce qui se passe entre les cases qui va en fait parler aux gens. Et donc là j'aime bien quelque part le fait que ce film existe par défaut avec ces deux supports, bande son et bande originale et bande dessinée, et que voilà il existe quelque part entre les deux dans la tête des gens.
Oui, parce que au final, cette bande originale de cette saison 2 peut très bien être la bande originale d'un film. Elle peut, c'est-à-dire que si jamais il y a un producteur qui est intéressé pour avoir un super film de la saison 2 de Lou, bah c'est déjà prêt, hein. On a déjà fait le taf et voilà. Bah, en tout cas, le message est passé et surtout bah, pour les libraires, c'est important d'aller acheter sa BD dans des librairies indépendantes. Acheter exactement dans les librairies indépendantes, des librairies, des spécialistes BD, c'est encore mieux pour moi, parce que c'est des gens qui, dans les libraires, c'est ceux qui soutiennent en plus particulièrement le secteur dans lequel je travaille. Si vous êtes aixois, allez à la BDerie, c'est mes copains. Et voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Julien pour toutes ces précieuses réponses. Ça va, super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Merci. Ça va, super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. Merci, super. À bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao.